Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Donc à l'heure actuelle, l'exploitation c'est composé de 128 hectares de prairies. Elle est un peu morcelée en 3 sites, en 3 îlots et quelques parcelles entre les deux. J'ai du village, je traite à peu près dans les 70-12 vaches au plus haut. Ma période de village pour 2022, c'est septembre-janvier, elle reste sur mai-juin. Et à l'avenir, je pense partir plus sur août-mars. J'ai fait du village assez étalé parce que ça me permet de pas avoir trop de pics de travail. Parce qu'à l'automne, il y a aussi les fruits à récolter. Et les pommes, poires. Je travaille beaucoup avec l'herbe. La ration hivernale, c'est foin enrubanné. Dès qu'on peut, c'est du pâturage. Tout ce qui est verger aux tiges comme basse-tige sont pâturés. Alors les basses-tiges, c'est pas les veaux de l'année. N'ayant pas assez d'herbe là autour du siège social, du siège social, je déplace mon troupeau sur un autre site qui a 5 km. Où elles y passent entre 1 et 2 mois et demi, selon les années. Et comme ça, elles font de la pâture tout le temps. J'ai pas besoin de leur ramener de l'herbe à l'auge. On s'est installé en 82, hors cadre familial, dans un système productiviste, parce que j'étais formaté au productivisme. Donc on avait un troupeau Primochten, mais toujours pâturant. J'ai fait du maïs, mais en petite quantité. J'ai jamais dépassé 20% de la surface de l'exploitation. On est parti avec 42 hectares pour finir à 115 ou quelque chose comme ça. Donc un système pâturant toujours, y compris pour des taurillons. Je produis des taurillons donc à l'herbe. On a toujours eu des résultats économiques intéressants, puisqu'on s'est toujours situé aux environs de 50% de BE sur produit. Alors, il y a eu 2 périodes où ça a été moins vrai. La période où on a normandisé, puisqu'on était producteur de lait AOP à la fromagerie Grain-d'Orge pour faire du Livaro pour l'évêque et Camembert, mais sur le Livaro en particulier, c'est 100% en normande. Donc en 96, on a décidé de passer en normande donc, sur le troupeau laitier. Et à l'époque, on avait un troupeau allaitant. Et non, les brebis étaient finies. On avait arrêté de faire de la brebis parce que... Enfin bon, et c'est lors de la première crise de la maladie de Creutzfeldt-Jacob que j'ai vraiment décidé d'extensifier, que je me suis dit que même si j'étais un herbager, on marchait à côté de la plaque en quelque sorte. Et donc là, on a pris la décision d'extensifier. Donc ça s'est fait progressivement. On n'est pas passé en bio dans un premier temps, malgré que j'ai fait beaucoup de stages. Parce que, comme mon fils l'a dit, on a une pression en parasites de zones humides, on a beaucoup de zones humides et on a une pression
en parasites qui est assez importante. Et à l'époque, on n'avait pas le droit, enfin les traitements vermifuges, antiparasitaires, étaient considérés comme traitements allopathiques et nous excluaient du bio assez rapidement. Donc, ne pouvant pas séparer ces zones-là, parce que c'était trop important sur la ferme, on a continué à extensifier tout en restant dans le conventionnel pour la vente du lait, malgré qu'il était valorisé toujours en AOP, ce qui est déjà pas si mal. Donc après, on a continué à évoluer notre bonhomme de chemin. On a diversifié un petit peu en 2007, parce que nos enfants étaient partis et on avait décidé de faire autre chose. Donc on a fait du maraîchage bio, 2007, et on devait laisser la partie laitière, et notre fils qui était parti dans des métiers de bouche a décidé de revenir à la ferme avec nous. Donc il s'est installé en 2009. Et là, voilà, on était tous les trois sur la ferme, enfin avec ma femme, en produisant une partie maraîchage bio et la partie laitière qui avait continué. Ensuite, on arrive à la retraite. Donc c'est Vincent qui prend la relève. Mais entre deux, on est passé en 2014 en conversion bio. Et voilà, aujourd'hui il est en bio parce que c'est la finalité du système. Dans la progression, c'est la finalité du système. Le tout-herbe, je pense que pour la production laitière, on peut arriver à faire une production très intéressante et surtout très rentable avec du tout-herbe. Et tout-herbe, ça veut dire que là, même là, il donne encore un peu de concentré l'hiver. Il faut absolument descendre au maximum. On doit pouvoir arriver à descendre au maximum en gardant une production qui s'approche des 5000 litres par vache. En Normande, si on avait des croisés ou si on était en Primaustein, on pourrait assez facilement tenir 6000. Entre 5005 et 6000 suivant les troupeaux. Et là, on a un coût de l'alimentaire qui est vraiment minimum. Si on est avec de la production d'herbes de qualité en pâturage et en récolte, qu'on arrive à produire ça, 5000 avec des Normandes ou 6000 avec des vaches plus spécialisées, c'est sûr qu'on a une très bonne rentabilité et qu'on arrive à des EBE nettement supérieurs à 50%. Et là, quel que soit le système, même en conventionnel, il n'y a pas moins cher que l'alimentation, enfin que l'herbe. Et je pense que il y aura des adaptations avec l'évolution du climat, mais l'herbe aura toujours sa place. Alors peut-être que certains feront du maïs et continueront à faire le maïs, je sais pas. Mais pour moi, c'est trop déséquilibré pour pouvoir baser, et puis trop cher surtout, à produire, pour pouvoir baser l'alimentation d'un troupeau laitier, d'abord sur du maïs, comme ça se fait assez souvent aujourd'hui en conventionnel. Malgré que depuis 10 ans, l'herbe est revenue à l'avant et toutes les centres de gestion et de ça préconisent quand même d'avoir un minimum de production et de pâturage, de production d'herbe et de pâturage. Les vaches laitières sont en bâtiment en moyenne du 15 novembre au début avril, parce que je suis sur du terrain hydromorphe, donc c'est pas suffisamment important. Elles ont pour ration de l'enrubané au cornadi, du foin à disposition en libre service, un complément en céréales, donc sous forme de broyé au DAC, donc ration individualisée par vache. Les auges sont vidées tous les jours,
balayer, vider, pour enlever tous les refus qui, eux, vont à l'élevage. J'essaie de mélanger les différentes coupes d'herbes pour éviter d'avoir trop de jeunes herbes ou trop d'herbes avancées, et essayer de mélanger pour avoir un maximum de production avec l'herbe. Dès que les beaux jours le permettent, les vaches vont dehors. Et la transition entre la ration hivernale et la ration unique et estivale, herbe pâturée uniquement, selon les années, c'est sur un mois, un mois et demi, selon l'importance du terrain, si on peut ou non sortir les animaux de bonne heure. Dès qu'elles sortent vraiment à l'herbe, je diminue forcément la ration hivernale, je baisse la quantité de concentré. Et arrivé au cours du mois de mai, à peu près, j'arrête complètement les concentrés et c'est uniquement l'herbe pâturée. Le parcellaire est redivisé en paddock où les vaches sont présentes dans chaque paddock entre une journée et 2 jours maximum. Et elles y reviennent à peu près au bout de 3 semaines à peu près. Quand j'arrive dans les alentours du mois de juin, que je vois qu'il n'y a plus assez d'herbe, donc je les descends sur l'autre site. Et là, c'est une gestion, comme c'est de la 3e coupe, on va dire. J'ai fait 2 coupes de récolte d'abord. Là, je tourne plus au fil avant, sur des plus grandes parcelles au fil avant, et ils ont un complément d'enrubané s'il n'y a pas suffisamment d'herbe. Je leur mets un complément d'enrubané avec un râtelier, quoi. Et puis quand arrive le mois de septembre, je les ramène sur le site principal pour qu'elles puissent passer, si je peux, sous les vergers haute tige, parce que j'ai à peu près 5 hectares de vergers haute tige. Donc j'essaie de les passer avant la récolte des pommes, si je peux. Sinon, je récolte d'abord et puis j'essaie de les repasser après. Sinon, je mets d'autres animaux, des genisses, des bœufs, pour essayer de valoriser l'herbe avant l'hiver. Et puis, donc au niveau des autres catégories d'animaux, les genisses sont au foin. Genisses, bœufs sont au foin principalement. L'hiver, arrivé au printemps, donc on les emmène au champ, je leur mets du foin à disposition. Elles en mangent si elles veulent. Puis arrivé vers le mois de mai à peu près, elles ont plus de foin, elles sont qu'à l'herbe uniquement. Puis quand arrive l'automne, selon la quantité d'herbe, je rajoute ou non du foin au râtelier. Et puis on les rentre. Là pour les genisses à inséminer vont rentrer au courant novembre. Et puis le reste de l'élevage plutôt vers le début décembre. Les vergers bastiges représentent à peu près à peine 4 hectares. Ils sont pâturés par les veaux de l'année. Dès que possible, vers les alentours de la fin mars, début avril. Et maintenant, en faisant pas mal de vélages d'automne, ils ne peuvent pas faire toute la saison dedans. Après, ils passent sur des parcelles qui ont été fauchées, au moins une fois, voire 2 fois. Et je tourne sur des paddocks là de 4-5 jours à peu près, avec rotation, retour sur le paddock tous les 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois, selon la pousse d'herbe. Eux, ils ont donc toujours un complément de céréales à l'auge, plus du foin à disposition au râtelier, et le foin, c'est toute l'année à disposition. Et ils rentrent à l'étape fin novembre, début décembre. Selon les conditions climatiques, si c'est trop humide, je les rentre un peu plus tôt. Alors là, il y a des bœufs. Alors, on peut pas parler des bœufs sans parler un peu de l'historique. J'ai toujours produit de la viande en plus du lait.
Avant, c'était des taurillons. Mais les taurillons, la particularité, j'ai toujours fait du taurillon à l'herbe parce que je considère toujours que les bovins sont des herbivores et restent des herbivores. Et que l'alimentation la moins chère, c'est l'herbe. Donc oui, j'ai fait des taurillons à l'herbe pendant 30 ans. Bon, aujourd'hui, on part avec des bœufs parce que c'est plus simple à gérer que les taurillons, hein, au niveau des herbages, au niveau des clôtures électriques, tout ça. En plus, en bio, je ne pense pas que les taurillons aient un débouché important en bio. Et donc, voilà, les bœufs, on peut avoir du débouché. Donc là, ce sont des bœufs normands, évidemment, produits sur la ferme. Donc, c'est l'herbe le maximum, c'est-à-dire pour des bœufs, ils tiennent presque 8 mois dehors. Et voilà, ben, comme on est en zone hydromorphe, ils ne peuvent pas quand même rester tout l'hiver dehors. C'est ça aussi, j'ai eu des animaux dehors. Et au début, il n'y avait pas des bâtiments pour tout le monde. Et dans nos zones très hydromorphes, on abîme beaucoup les prairies. Et on n'a quand même pas beaucoup d'herbe derrière, surtout si on ne fait aucun apport d'engrais minéral. À l'époque où je mettais un peu d'azote, bon, 2 coups de herse, un peu d'azote, ça repartait en bio. Si on n'a pas un bon couvert végétal au printemps, on a quand même des petits rendements, hein. C'est d'autant plus vrai quand on a au printemps une période de vent d'est desséchante. Là, c'est tranquille. On se retrouve avec des tout petites productions à l'hectare. Au niveau de l'élevage des veaux, donc les petits veaux sont en case individuelle sur Kaliboti pendant 8 jours au lait doux. Ils sont élevés au lait doux et au 8e jour, ils passent en case collective. Et là, ils ont du lait yaourt au bac-tétine. Ils tournent à une buvée de 6 litres à peu près en un seul repas, avec complément de mélange céréalier à l'auge et du foin à volonté. Sevrage à minimum 3 mois, entre 3 et 4 mois selon les lots de veaux. Voilà, il n'y a pas de séparation entre femelles et mâles en petits veaux. Et je les sépare un peu plus tard quand ils sont à la saison de pâture pour éviter que les taureaux saillissent les femelles, quoi. La moitié qui est et la moitié qui. Donc au niveau de la gestion des bâtiments, par exemple, là au niveau de la nurserie, ils sont paillés et curés une fois la semaine à peu près. Donc je les attache au cornadi le temps du curage et dès que j'ai repaillé, je les relâche. Sinon ils sont en liberté, on va dire en semi-liberté. Ils peuvent danser autant qu'ils peuvent. Voilà. Puis là d'ici peu, bah, ils iront gambader dehors. Là, on a essayé la litière en bois déchiqueté. Il y a beaucoup de ressources sur l'exploitation. Donc dans ce bâtiment-là, il y a eu 70 cm de copeaux mis à l'automne. Et donc, ces animaux-là ont passé l'hiver sur cette paille-là. Elles sont parfaitement propres. Et on travaille la litière tous les jours avec des dents. Donc on passe un coup de dent une fois par jour. Donc voilà, ce qui permet d'avoir une litière homogène qui peut sécher. Et c'est un essai et il est concluant pour nous parce que au bout, il y a une grosse économie de paille à avoir. Ça nous coûte plus de moitié moins cher avec notre bois déchiqueté qu'avec de la paille. Et l'idée, en plus, c'est de ne pas aller chercher de paille dans les plaines pour laisser la matière organique à la plaine.
plus la plaine exporte de matière organique, enfin de paille, vers les zones d'élevage, et plus elle s'appauvrit, et je pense que ce sera un problème à terme. Donc voilà, c'est un ensemble qu'il faut prendre en compte. Je pense que tôt ou tard, ce sera interdit d'exporter les pailles vers les régions d'élevage parce que ça appauvrit trop les terres de grande culture où on n'a plus de matière organique. Donc là, c'est du copeau qui a été fabriqué l'année dernière, qui reste. On en avait un peu en stock, on a essayé de mettre les petits veaux sur le copeau et eux, on n'arrive pas à mélanger, donc c'est un petit peu plus compliqué. On est repassé à la paille dans les petits veaux, c'est plus simple pour nous dans la situation du bâtiment. Les copeaux, le chantier s'organise ainsi, on fait abattre les haies par une pelle avec un sécateur. Et après passe la déchiqueteuse. Les deux sont par entreprise. Hein. Donc l'année dernière, il y a 800 mètres cubes de copeaux de fée pour un prix de revient d'environ 6 000 €. Et dans la paille, on avait une consommation de paille d'environ 140 tonnes. 140 tonnes, ça faisait, suivant les années, on a entre 11 et 12 000 € de paille arrivée. Donc voilà l'échelle d'écart. Normalement, il est prévu de laisser les litières plusieurs années en place, en rotation. On en rajoute, donc cette année on refait du copeau, on va en rajouter. Bon, c'est une mise en place, on ne garantit rien. On tâte un peu le terrain, on ne peut pas. Voilà. Sur la quantité de bois disponible, on a environ 12 km de haies, un peu de bois, et on envisage de replanter 2 ou 3. Bon, les champeaux, il y a beaucoup de ruisseaux, il y a beaucoup d'eau. Et 2 ou 3 zones qui sont très humides, de les replanter en aune, peuplier, saule, des bois poussent assez rapides pour nous fournir du bois supplémentaire dans le déchiquetage. Quand mes parents étaient en système intensif, ils faisaient des apports d'engrais de synthèse. À l'heure actuelle, en agriculture biologique, je ne fais aucun apport d'engrais de synthèse. J'ai fait des apports de phosphore une année ou deux sur les vergers, principalement. Et un peu de potasse aussi, à une raison d'une tonne, 1,5 tonne hectare à peu près. Sinon, les autres apports donc sont produits sur l'exploitation. Les fumiers, c'est à peu près du 7 tonnes, 6-7 tonnes hectare. J'ai très peu de lisier, c'est plutôt les eaux de lavage de toute la salle de traite et un peu de déjection quand les vaches sont sur le parc d'attente. Donc c'est un lisier très peu riche. Et là, c'est épandu sur des prairies de fauche, principalement. À la sortie d'hiver, quand le temps le permet, avant que la fosse soit trop pleine aussi, et puis à l'automne, quoi. Je fais les apports de matière organique à l'automne. Toujours à l'automne pour que la matière se dégrade, que toutes les bactéries vivant sur les premiers centimètres de la terre puissent le dégrader dans toute la période hivernale, qu'on puisse pas le retrouver au moment de la fauche au mois de mai. La fauche, donc la première coupe, selon les années, est effectuée entre le 15 mai et la dizaine de juin, à peu près, la première coupe. Donc je fauche à peu près dans les 70 hectares en première coupe, foin et enrubanné. C'est très rare qu'on n'arrive pas à faire de foin au mois de mai. Alors c'est
pas forcément le plus facile à faire. Il faut être efficace. Dès qu'on a une fenêtre de beau temps, faut pas hésiter à monter sur le matériel et y aller. Donc, faut que le matériel, dès arrivé les premiers jours de mai, soit remis à l'ordre du jour, tout prêt à travailler. Et là, bah, forcément, comme c'est des gros chantiers, là, je suis encore content d'avoir mon père pas très loin pour qu'il puisse me donner un bon coup de main pour travailler, parce que bah, arrivé en fin de journée, il y a toujours la traite, il faut pas l'oublier. Et donc, j'ai pas du très gros matériel, mais il tourne autant qu'il peut. Donc, je fais faire la rubanée donc par entreprise. Je fais pas d'apport entre chaque coupe. J'essaie de faire une rotation fauche pâture sur un maximum de parcelles. Il y a quelques parcelles où que je ne peux pas accéder en tracteur, où j'essaie d'y aller une fois par an juste pour faire un peu d'entretien, parce que ça penche beaucoup de trop, ou c'est trop humide. Je fais en moyenne deux fauches, et derrière, entre 2 et 3 pâtures sont les années. Là, autour du siège de l'exploitation, c'est essentiellement de la pâture. Je fais un peu de fauche au printemps, lorsque je vois que j'ai beaucoup d'herbes, que je risque d'être débordé. Ou pendant l'été, si je vois qu'il y a une belle repousse et que les vaches sont sur l'autre site pour pas être débordées quand vont remonter. Donc, j'en récolte un peu. Donc, c'est soit en foin, soit en enrubanné. J'essaie d'avoir au minimum dans les 500 boules d'enrubanné pour avoir suffisamment pour les vaches laitières. Et puis le reste en foin. Je gère toujours mes stocks en rotation, en essayant toujours de passer l'ancien en premier. Donc c'est une bonne gestion au niveau des bâtiments, de bien, quitte à redéplacer les fourrages présents pour pouvoir les reprendre toujours en premier. Au niveau de l'enrubanné, j'ai plusieurs places bétonnées où les stocker. Et là c'est pareil, j'essaie de mettre toujours une rotation. Alors c'est pas facile de les redéplacer, mais je me garde toujours un accès pour prendre l'ancien en premier. Et donc j'ai toujours un peu de report d'une année sur l'autre, de manière plus ou moins importante selon la quantité récoltée. Je suis en race normande. Maintenant, depuis automne 2021, je valorise une partie de mon lait, une petite fromagerie qui se situe à Camembert. Donc, tous leurs produits qu'ils fabriquent, une grande majorité va sur Paris, puisqu'ils ont aujourd'hui 2 magasins à Paris. Après, donc vaches, genisses, taureaux, bœufs. Et un peu de fruits. J'achète un peu de céréales à l'extérieur, en bio, un peu de paille, donc là en conventionnel. Puis sur le reste, je suis en autonomie, quoi. Ma production laitière est collectée par Biolay. Biolay, c'est une coopérative qui est gérée par les agriculteurs. Cette entreprise fait la collecte et la revente. Elle ne transforme pas. Et aujourd'hui, elle fait la collecte à peu près partout sur la France. Et collecte tous les 3 jours. Donc le lait ne sert pas pour faire des produits à base de lait cru, mais en lait pasteurisé. Parce que la réglementation impose un maximum de 48 heures pour faire des produits en lait cru. Au-delà, c'est en lait pasteurisé. Je les préviens toujours à peu près qu'à 5 jours avant la transhumance pour qu'ils puissent s'organiser aussi. Ça arrive qu'ils fassent des transferts à la maison pour pouvoir s'organiser eux dans les citernes.
Donc ils me préviennent avant pour pas que je les gêne non plus dans leur transfert. S'ils viennent à 2 camions, donc qu'ils aient de la place dans la cour. Après, le relationnel avec les chauffeurs se passe très bien. Au niveau de la laiterie, il y a des rencontres entre éleveurs et le bureau administratif pour voir l'évolution du marché, ce que les gens pensent aussi du prix du lait, au niveau de la qualité, les index de qualité avec les prix en face, les débouchés avec telle ou telle personne, telle ou telle entreprise avec qui Biolay travaille. C'est comment ces obligations aussi que les transformateurs imposent à Biolay au niveau qualité, au niveau quantité, au niveau à l'heure actuelle d'une molécule du lait appelée K-caséine qui veulent que ça soit sous forme la plus naturelle possible, c'est-à-dire A2A2, car avec la génétique, on a conservé et multiplié une tare qui s'appelle A1A1 et qui apparemment, selon les études, provoquerait ou du moins favoriserait chez l'être humain son intolérance au lait. Donc, pour ma part, travaillant avec un centre d'insémination, je suis parti sur cette voie-là. Alors, j'ai fait un peu de croisement parce que j'avais pas beaucoup de Normands. Quand j'ai attaqué, il n'avait pas encore fait la recherche sur les Normands. J'ai fait du croisement et du Primosten et de la Cimental. Alors, là, pour les inséminations 2022, je suis reparti sur uniquement du Normand, mais en travaillant avec ces critères-là, Lucas Casine, A2A2. Donc, il y a un choix de taureau plus faible, forcément. Mais derrière, si ça peut me permettre aussi à Biolay une bonne valorisation du lait, il faut aussi se mettre toutes les possibilités pour pouvoir aussi vendre un prix, mettre un bon prix au lait, quoi. Sur l'exploitation, en dehors du lait, donc il y a les bovins. Les bovins, ils partent dans la filière bio, donc de par Unibio. Donc ils ont des contrats avec 2-3 boutiques derrière, que la viande est diffusée assez proche des abattoirs. Donc il y a une valorisation, il y a une planification qu'on fait, ce qui nous permet une meilleure gestion des volumes aussi au niveau d'Unibio. Donc en contrepartie, forcément, Unibio nous verse une prime planification. Donc c'est du donnant-donnant. Au niveau des vergers, les pommes comme les poires, il y a un effet d'alternance. Il y a une année où j'ai beaucoup de fruits, l'année d'après très peu. Les pommes sont valorisées à Agrial. Ils sont, pour mémoire, et jusqu'ici, le broient en pulpe et l'exportent aux États-Unis qui est en concentré pour que là-bas ils le remettent en fermentation pour faire du vinaigre. Donc les pommes sont ramassées à l'automotrice. J'ai une petite automotrice. Au niveau des poires, je les ramasse avec une plus petite machine et je les vends à un petit producteur sur la commune voisine. Donc lui en a besoin pour faire du poiré. Donc là pour qu'il ait des fruits qui lui permettent de faire un bon produit au final, je goûte les poires tous les ans. Et selon le taux de sucre, selon l'acidité de la poire, je la récolte ou non. Donc aujourd'hui, Vincent est toujours aux environs de 50% de BE sur produit. Bon, il y a une année meilleure que l'autre parce que, comme il l'expliquait tout à l'heure, il y a l'alternance des fruits. Donc les fruits, l'année passée, enfin l'année 2021, c'est 150 tonnes environ de livrées. Hein.
Donc c'est presque 30 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, l'investissement est en place, c'est nous qui l'avions fait avant. L'investissement est en place, voilà, il n'y a plus qu'à laisser rouler. Ben, oui, effectivement, ça fait une grosse année, plus petite. Mais l'année où il y a les pommes, on est au-dessus de 50% de BE. Alors, l'année passée, il va dépasser 50%, mais peu, mais en même temps, le lait a baissé. Donc, le lait, même le lait en bio, on a quand même baissé d'environ une quinzaine de pourcents sur 2 ans du prix de base. Hein. Donc, voilà, il faut rattraper l'impact. Donc, il a un droit à produire de 300 000, enfin, de 325 000, il produit environ 300 000, suivant les années, sachant que Biolay nous demande de pas aller trop au-delà parce qu'il n'a pas les débouchés. Tout de suite, il y a trop de lait sur le marché bio. Donc, ce qui fait que là, il augmente la production de viande et les bœufs vont être plus présents sur l'exploitation. Je suis persuadé que l'herbe a des belles journées devant elle et que les légumineuses, mais en particulier dans nos zones, le trèfle violet, parce que bon, la luzerne, on en fait un peu, il y a des places où elle tient, mais c'est pas la plus facile à gérer. Je pense que pour moi, c'est plus facile à gérer du trèfle violet ou du trèfle blanc géant que de la luzerne. Mais produire nos protéines a quand même beaucoup d'avantages au niveau de l'exploitation, mais au niveau du pays. Et au niveau de l'écologie, puisque moins on transporte de produits et mieux la planète se portera. Donc voilà, il faut pas oublier que le pétrole, on n'a pas pour longtemps et que va falloir trouver, parce que pour faire des cultures de maïs, on a évidemment besoin de matériel pour labourer, pour récolter. Enfin, bon, les récoltes, on fait aussi des récoltes en herbe. Mais on utilise quand même moins, au global, sur une exploitation où il y a beaucoup de pâturage, on utilise évidemment beaucoup moins de fioul. Donc, tout ça, va falloir en tenir compte dans les années qui viennent. Le BE, dire 56%, 52 ou 54 ou 48%, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être. On est au-dessus de 100 000, enfin Vincent est au-dessus de 100 000 euros de BE. Donc, s'il sait gérer ses investissements, il reste de quoi vivre. Et Vincent, aujourd'hui, a la place à embaucher un salarié. Il a du disponible, suivant les années, entre 39 et 50 000 euros de disponible par an. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi encore de belles journées chez les agriculteurs, mais je dirais chez les paysans, plutôt que chez les agriculteurs. Parce que pour moi, la seule chose qui avait de l'importance, c'était pas la technique, c'est le dernier chiffre, c'est ce qui nous reste chez nous. Faire du fric pour la banque ou pour les marchands de matériel ou pour les marchands denrées, ça m'intéresse pas. Faut faire du fric un peu pour tout le monde, mais il faut se faire du fric surtout pour avoir de quoi vivre. Et voilà. Et pour avoir une certaine sécurité, parce que quand on a un résultat correct, on vit quand même nettement mieux. Je connais des situations aux alentours où, évidemment, ils roulent avec du bon matériel, ils roulent gros, mais ils dorment très mal. Et ils se posent des questions, et c'est comme ça qu'on retrouve plein de suicides dans notre métier. Donc je pense qu'il faut garder un peu les pieds sur terre. Et je n'ai pas une culture de l'image. Moi, je n'ai pas une culture de l'image. L'image, je m'en fous. Et ce qui m'intéresse, c'est de bien vivre. Et voilà. Alors, étant le seul gérant de l'entreprise, il y a quand même une bonne surface. Donc, on est
pour gérer cette entreprise-là, on est une personne complète, plus mon père qui est ouvrier au quart de temps. J'ai des périodes vraiment de pic à l'automne, parce que entre les villages les récoltes des fruits, l'épandage des matières organiques, fumier, compost, ça fait des journées bien remplies quand même. Donc, malgré tout, j'essaye d'avoir une grande complicité avec les animaux. Je veux pouvoir intervenir avec eux sans être obligé de les contenir de manière très importante. Si je peux faire téter un veau à sa mère sans devoir l'attacher, sans devoir attacher la mère, ou la coincer avec des barrières, quoi que ce soit, aussi bien genisse que vache. Je veux pouvoir séparer une bête du troupeau sans devoir prendre tout le troupeau entier. Donc ça, c'est une complicité qui est effectuée dès le plus jeune âge. Donc ça prend du temps aussi. Ayant donc une exploitation dispersée avec beaucoup de pentes, ça prend beaucoup plus de temps au moment des récoltes, par exemple. Du terrain hydromorphe, on n'y accède pas toujours comme on veut. Les journées sont toujours de 24 heures et il faut bien se garder un peu de temps pour dormir. Il y a toujours une petite partie de paperasse à faire, faut pas l'oublier. Normalement, je vais avoir un ouvrier d'ici peu, donc ça va me permettre aussi de faire un peu mieux d'entretien aussi au niveau des haies. Parce que là, ça fait 2 années que mon épareuse n'a pas fonctionné. J'ai plus le temps de m'en servir. Donc j'en ai fait faire un petit peu l'année dernière par entreprise. Parce qu'au niveau de la gestion de l'entreprise, seul l'enrubanné est fait par une ETA. Tout le reste des travaux est effectué par moi-même. Donc aussi bien la fauche, la récolte que l'épandage des matières organiques, que la gestion de tous les paddocks, des clôtures barbelées, etc. Donc ça fait quand même pas mal de travail. La paille, je la fais livrer par entreprise, je vais pas la chercher. Par contre, il faut que je décharge les camions parce que lui me la livre par camion, donc c'est à moi de la ranger. Après, j'ai la traite matin et soir, donc voilà, ça prend un peu de temps. Je passe entre 4 et 5 heures par jour dans la salle de traite, selon la période. Donc, c'est des bonnes journées pleines, quoi. Les améliorations qui peuvent être effectuées sur l'exploitation, c'est encore une meilleure gestion de la prairie. J'ai essayé l'année dernière de mettre en place le pâturage à partir en laissant les troisièmes nœuds, de pas descendre en dessous. Alors j'ai fait des erreurs, ça arrive. À l'automne, j'ai pas osé trop faucher de trop. Résultat, trop de stock sur pied. Comme j'avais pas mal de stock d'avance, j'ai été contraint de le broyer parce que les animaux n'ont pas voulu tout pâturer. Donc là, c'est des erreurs à éviter. Donc meilleure gestion de la pâture. Essayer de faire de la récolte suffisamment précoce pour essayer d'avoir une meilleure productivité au niveau de la production laitière. Donc, étant assez bloqué au niveau de la quantité possible de production laitière, j'augmente mon nombre de bœufs par an, avec une gestion pareille des prairies, essayer de tourner. Alors, je sais pas le jour facile, mais d'essayer de faire de la rotation de 2-3 jours. Des fois, j'y arrive. Du coup, c'est plus d'une semaine. Mais essayer de faire quand même du pâturage, on va dire, tournant plus ou moins dynamique. Avec essayer de bien gérer les refus pour
sans passage de broyeur à chaque pâture, mais justement d'essayer d'avoir un pâturage suffisamment bien équilibré pour éviter les refus. Et au pâturage tournant, c'est beaucoup la main-d'œuvre. Mais il y a quand même la gestion des fils. Si on veut faire du pâturage tournant assez dynamique, il faut pouvoir les changer tous les 2-3 jours. Et donc là, faut avoir du personnel pour les changer de parcelles tout le temps. Et donc, j'ai d'autres travail à faire, donc je mets des plus grandes parcelles. Et puis après, c'est la topographie des parcelles, les zones humides, la productivité de la parcelle en elle-même, qui n'est pas toujours facile. Entre la partie que je veux garder pour pouvoir récolter, puis la partie qui est plus ou moins pâturable, tout n'est pas toujours évident, toujours à gérer à la période donnée. À une période donnée, parce qu'il y a toujours on est toujours dépendant du climat. Et donc, on peut avoir un gros pic de production d'herbes au mois de mai-juin et derrière que ça s'arrête brutalement. Donc, sur des sols hydromorphes avec des cotis plus ou moins séchants, la gestion n'est pas toujours la plus simple. Parce que je peux pas emmener les animaux toujours dans les parcelles que je veux parce que ça peut être plus ou moins bouillant. Donc, c'est pas le plus simple à faire. Dans le frein au pâturage tournant, pour l'élevage en particulier, il y a l'approvisionnement en eau, l'abreuvement. Sur les pâturages des vaches laitières, c'est installé, hein, ça a été mis, donc il y a des bacs dans toutes les parcelles, mais bon, sur les autres parcelles, c'est pas possible d'avoir tout partout. Et là, c'est un des freins. Au pâturage tournant dans les vaches, et autant sur les vaches avec des paddocks fixes, ça change rien. La gestion d'herbe ne change rien. À partir du moment où il y a des pâturages, des paddocks fixes avec un abreuvement, c'est bon. Mais quand on a dans l'élevage et dans les pentes en particulier, là, c'est beaucoup plus compliqué. La plus grosse difficulté à l'heure d'aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est une grosse problématique. J'arrive pas à faire tout le travail que je voudrais. Au niveau de la gestion, moi, au niveau de la gestion des haies. Parce que l'entretien des haies, j'arrive pas à le faire. J'ai du retard. Je cours un peu partout, mais j'y arrive pas à être partout. Les animaux, j'ai encore l'avantage d'avoir mon père pas très loin pour me donner un bon coup de main, même pour les maniements des animaux, pour changement de parcelle, pour changer les animaux de parcelle, sachant que je travaille sur des sites distants. Une bonne partie des animaux, je les déplace à pied. Donc là, j'ai besoin de personnel. Donc mes parents me donnent un coup de main pour le faire. Dans les cas contraires, c'est la bétaillère. Mais là, pareil, il faut quand même. Je peux pas charger les animaux tout seul dans la bétaillère. Donc, il faut que mon père me donne un coup de main. Donc là, j'ai encore la chance d'avoir mon père pas très loin, mais voilà, j'aurais besoin d'arriver à trouver du personnel. Donc là, j'ai la chance de pouvoir avoir une ouvrière qui a bientôt commencé son travail sur l'exploitation. Donc là, déjà, ça va me donner un peu plus de coups de main. Mais faudrait que j'arrive à trouver du personnel dans de la longue durée, quoi. Parce que à l'heure actuelle, l'ouvrière, elle sera sur l'exploitation que pour une durée de 6 mois. Donc après, il faut arriver à retrouver du personnel et pas facile. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui vient frapper à la porte, quoi. Je suis inscrit sur des sites de recrutement et j'ai personne. Voilà. Je me suis installé en 2009 sans aucun diplôme agricole.
par choix, parce que je n'ai pas voulu retourner à l'école après des années d'apprentissage. Par contre, j'ai fait des journées de formation et d'échange, aussi bien avec les conventionnels que les bio, aussi bien avec des ingénieurs agronomes que des vétérinaires. J'ai pu me le permettre tant que mes parents étaient en activité. À l'heure actuelle, par manque de temps, je n'en fais plus du tout. Je pourrais éventuellement, il y a certaines formations qui pourraient me permettre une meilleure gestion de l'entreprise. Oui, au niveau de la comptabilité, de la gestion, tout ce qui est partie administratif, parce que c'est la partie que j'ai le plus de mal à effectuer. Au niveau d'une formation qui peut être utile aussi, c'est la relation patron-ouvrier ou patron-apprenti. Parce que de tous les témoignages que je peux lire dans les journaux agricoles, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, il y a un meilleur échange, une meilleure relation entre ouvriers et patrons lorsque les patrons font des journées de formation. Ils se sont aperçus que l'entente était bien meilleure. Je ne m'y suis pas encore penché à faire ces formations-là, ça viendra peut-être. Parce que par manque de temps et puis par apprendre la gestion de mon entreprise par moi-même, par mes expériences, par mes essais, avec des réussites comme des échecs, en gardant toujours une marge de sécurité quand même au départ, de ne pas me planter non plus totalement. Hein. Il faut toujours partir sur une base et puis s'accorder un petit essai à côté sans trop risquer de mettre l'entreprise en faillite. Hein. Faut pas se tromper. Alors, tous les essais n'ont pas été bons. J'en ai fait qui m'ont fait perdre de l'argent, d'autres qui m'ont rien fait gagner, qui m'ont fait sans doute perdre du temps. Voilà. Après, les améliorations, ça vient d'abord par le manque du personnel. J'essaye, là, cette année, avec la mise en place des litières en bois déchiqueté, d'essayer d'acheter le moins possible à l'extérieur, de gagner en autonomie au maximum. Après, est-ce que ce système-là est fonctionnel et je ne peux pas dire exactement comment que ça peut fonctionner puisque c'est une mise en place. Est-ce que je devrais renouveler l'air de couchage tous les 2 ans, tous les 3 ans? Comment que ça va tourner? Je ne peux pas savoir à l'heure actuelle. Donc, je continue à planter des arbres en prévision d'avoir suffisamment de bois. Mais à l'heure actuelle, sur pied, j'ai à peu près une quinzaine d'années de bois d'avance, à peu près, en partant dans le principe que je suis obligé d'abattre tous les 2 ans. Voilà. Mais je ne peux pas savoir aussi comment que ça va tourner. Je pars du principe qu'il faut essayer de dépenser le moins possible, d'être le plus autonome possible, sachant que le prix du lait bio a baissé, que à l'heure actuelle, le marché français est quand même saturé, que les prix vont qu'à la baisse et non dans le sens contraire. Il y a eu quand même gros de conversions, donc beaucoup d'offres et peu de demandes. Et même avec les conflits actuels, Ukraine-Russie, ça a aussi un impact économique au niveau français. Donc il faut en tenir compte aussi dans la gestion de l'entreprise, d'essayer d'être le plus économe possible. Voilà. De ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et je veux dire par là, d'essayer de gérer au maximum sa production, mais en face, de ne pas acheter du matériel beaucoup trop important, beaucoup trop gros par rapport à ses besoins réels. Et essayer que le matériel puisse durer dans le temps au maximum, d'avoir le minimum de frais mécaniques,
Et puis s'il y en a, bah, essayer de les réparer soi-même aussi, parce que faire travailler les autres entreprises, c'est très bien, mais ça a un coût quand même, qui n'est pas négligeable. Après, bien qu'ayant une exploitation dispersée, j'essaye de ne pas faire beaucoup de trajets en tracteur juste pour me promener. Hein, j'essaye de pas faire de tours à vide. J'essaie toujours de réfléchir pour être le plus efficace possible. Alors c'est pas toujours évident parce que quand on est à la période des foins, il faut que je revienne pour faire la traite et des fois je repars pour aller faner ou endainer le soir. Donc forcément je fais des allers-retours, mais j'ai pas des gros matériels, donc il consomme peu. L'hiver, en changeant le système de litière, ça m'a permis d'avoir un tracteur qui ne fonctionne pas toujours à plein régime non plus, donc il consomme moins. Passant du système en silage en l'enrubanné, c'est pareil, c'est juste un tracteur qui tourne au ralenti, il n'a plus besoin de tourner de manière à plein régime, donc moins de consommation aussi. C'est des petits détails, mais j'essaie toujours de pas allumer un moteur pour rien, quoi. Quitte à travailler encore un peu à la main aussi, voilà. Toujours essayer de ne pas avoir du trop gros matériel par rapport aux besoins réels de l'exploitation. Conserver un petit tracteur sur la ferme. Voilà, conserver des petits tracteurs. Au moins un petit tracteur. Il y a des fermes aujourd'hui où il n'y a pas de petits tracteurs et pour des bricoles, on met à 80 chevaux, 100 chevaux en route et ça c'est dommage. Alors, faut pas avoir peur de se lancer, mais faut y aller prudemment. Je veux dire par là qu'il ne faut pas se dire tout est beau, tout est magnifique, on achète. Non. Faut essayer partir petit, avec une entreprise qui est à la hauteur de nos capacités, et d'essayer d'être le plus autonome possible, de travailler au maximum avec l'herbe, parce que c'est la production de fourrage qui est la plus facile, on va dire, la plus intéressante à produire, sans avoir besoin d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, ou très peu. Essayer de ne pas avoir du matériel trop gros, mais adapté à son entreprise. De ne pas chercher à avoir des salaires d'un cadre ou d'un ministre, mais accepter d'avoir juste un SMIC, et pour avoir peur de faire 70 heures la semaine. Ça, c'est des contraintes. Parce que ça fait partie quand même des contraintes dans le monde agricole qu'il ne faut pas oublier quand même. Ne pas sous-estimer pour l'élevage. C'est la question par rapport à l'élevage. Pour l'élevage, pour des gens qui sont hors profession, ne pas sous-estimer le travail d'astreinte pour l'élevage. Je pense que c'est un des points principaux pour des gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est là où il y a des surprises. Il faut espérer que les exploitations qui arrivent en fin de carrière puissent avoir un repreneur, des remplaçants, qu'on ne laisse pas les exploitations partir à l'agrandissement à tout va. Parce qu'il ne faut pas se tromper, là, dans les 10 ans qui viennent, une grande majorité des exploitations vont changer de main, parce que les exploitants sont comme tout le monde, hein, ils ont le droit à partir à la retraite. Et que à l'heure actuelle, il y a très peu de candidats à la reprise. Et donc, messieurs, mesdames, même hors cadre familial,
N'hésitez pas, c'est un métier d'avenir. Ne restez pas dans votre canapé, il ne faut pas avoir peur. C'est un métier d'avenir et qu'on a besoin. L'être humain a besoin, en première nécessité, de se nourrir. Voilà. Sans nourriture, on ne peut pas vivre.